Bonjour chers étudiants, je vous retrouve pour un nouveau cours sur l'animal. Ce cours s'inscrit dans le vaste panorama que je vous propose depuis quelques semaines qui analyse les rapports de l'homme à l'animal depuis la source de ces rapports, c'est-à-dire une première approche qui était de chasse dans un premier temps de l'animal sauvage, avec une ritualisation dont on a vu qu'elle était complexe puisque l'homme n'était pas sans égard pour cet animal qu'il chassait. Puis une domestication que nous avons abordée dans la partie 2, dont je vous ai proposé pour l'instant les deux premières sous-parties, avec une première approche qui se faisait par le biais d'une science assez étonnante, bien évidemment, pour des étudiants de philosophie, mais qui, à mon avis, apporte son lot de connaissances bien utiles pour ancrer le propos de vos dissertations, puisque je vous avais parlé d'un auteur du CNRS qui s'appelle Jean-Denis Vigne, la petite minette qui vient vous voir, et qui, cet auteur, spécialiste d'archéozoologie, nous a appris notamment que l'animal s'intégrait à partir de la période du néolithique dans des espaces qui étaient de plus en plus anthropisés et anthropiques. Je vous renvoie à ces deux notions que j'ai abordées avec vous dans un cours précédent. Et qu'une fois que l'animal faisait partie d'un milieu anthropique, il pouvait être domestiqué, domestication qui pouvait se faire à plusieurs niveaux, une maîtrise d'abord de l'animal sauvage, ensuite une approche un petit peu plus maîtrisée qui consiste dans la domestication des ongulés et qui consiste vraiment dans le sens moderne, on va dire, de la domestication. Et puis une fois que ces animaux sont rentrés dans la domus, appartiennent à notre univers, eh bien nous allons pouvoir les élever véritablement, c'est-à-dire tirer profit de ce qu'ils sont. Et j'en aborde donc le thème du profit dans le petit 3 que j'ai intitulé « Tirer profit de l'animal ». Je m'appuie toujours sur les propos de Jean-Denis Vigne dans ce paragraphe, donc la plupart des analyses que je vous propose, je les lui emprunte, toujours dans son ouvrage sur les débuts de l'élevage. Alors, cet auteur nous a appris que durant la néolithisation, donc l'homme a domestiqué un certain nombre d'animaux. Ils sont même en grand nombre puisqu'on peut mettre les ovins, les bovins, les caprins, la volaille, etc. en vue de s'en nourrir, d'en tirer du profit. Nous verrons de quel profit il peut s'agir, outre donc le fait de s'en nourrir, qui sera quand même l'objet premier de cette analyse. Et je vous renvoie, parce que à mon avis ça fait lien avec ce que je vais démontrer aujourd'hui, à ce lien que nous avions travaillé entre pecus, le bétail, et pecunia, en latin l'argent, puisque c'est bien de profit, donc d'argent, dont nous allons pouvoir discuter dans cette partie. En effet, cet animal, je l'élève pour en tirer profit. Alors l'un des profits les plus célèbres, lorsqu'on se représente la grande machine que constitue cette révolution culturelle de l'agriculture, de la naissance de l'agriculture et de la naissance de l'élevage, c'est que l'agriculture est pénible et que les animaux vont être des animaux qui vont permettre de tirer les premières arères, les premières charrues, pour aider le travail de l'agriculteur. Donc l'animal sert d'animal de trait, il sert également d'animal de transport pour des individus qui pourraient être nomades et qui ont besoin encore de transporter leurs affaires, mais également pour des individus qui se sont sédentarisés, de transports commerciaux par exemple entre deux villages, ou un peu plus tard lorsque les cités existeront entre deux cités, et ça c'est vraiment le développement du commerce au sens presque moderne du terme. Cet animal, on l'utilise également pour sa peau, puisque l'on se vêt de sa peau, également de ses os dont on va fabriquer des outils. Alors, je ne développe pas beaucoup sur ces aspects-là, j'aimerais plutôt axer sur l'usage que l'on fait alimentaire de l'animal. En effet, de cet animal, comme on le dit vulgairement du cochon, tout est bon dans le cochon, eh bien, on mange tout. Si on mange tout, alors toi je ne te mangerai pas, je te le promets. Donc si on mange tout, qu'est-ce que ça veut dire ce tout, C'est vrai que dans la tradition, on va dire culinaire classique française, il y a énormément d'éléments de l'animalité qui sont consommés. Alors on l'oublie peut-être un petit peu de nos jours à quel point l'animal a pu être en effet profitable à l'être humain qui en tirait absolument toute alimentation.
puisque dans une culture qui est en train de se végétariser de plus en plus, alors ça peut être devenir végétarien, végétalien, vegan, etc. C'est une culture qu'on a plus forcément, ou qu'on a envie, pour des raisons dont on pourra reparler plus tard, d'abandonner ou de délaisser un tant soit peu. Alors, de quoi se nourrit-on? Bien sûr de viande. Alors, c'est une notion sur laquelle j'aimerais m'appesantir un peu, puisque son étymologie latine est intéressante. En effet, le mot viande vient du latin vivenda, qui signifie en latin ce qui sert à la vie, les choses destinées à la vie. Vivenda, c'est un pluriel du gérondif qui donc suggère que pour vivre, il faut ceci, en l'occurrence donc des vivenda, des choses servant à l'existence, servant à la vie. La viande, vous le constatez, est donc la nourriture par excellence, puisqu'elle est appelée du mot de ce qui sert à vivre, avec une insistance très lourde sur cet ancien français, vivenda, ce latin qui mue en ancien français, puisqu'il est à la base manifestement de l'alimentation de l'être humain. Alors, c'est vrai que Jean-Denis Vigne insiste sur une transition démographique qui, pour l'instant, n'est qu'une hypothèse de recherche, mais qui n'a pas encore apporté, d'après lui, son lot de preuves suffisantes pour être avérée dans les faits. Donc, je ne la propose que comme une hypothèse d'interprétation, mais il est constaté que 4000 ans avant l'élevage, on est encore dans la période, on va dire, du paléolithique supérieur, donc on est vraiment à la toute fin du paléolithique, eh bien, 4000 ans avant l'élevage, et donc avant l'agriculture également, il y a eu une baisse démographique très importante des hommes. Est-ce que c'est lié au changement climatique? Vous savez qu'on était encore dans une ère glaciaire et que cela peut-être a entamé la capacité de résistance des êtres humains de ce temps-là. En revanche, 4000 ans plus tard, on a une vraie inversion de ces courbes de la démographie. Et donc Jean-Denis Vigne se demande quelle est la cause de cette inversion démographique importante. Alors il y a plusieurs raisons bien évidemment qu'on pourrait alléguer. La première pourrait être que quelque chose de climatique, bien évidemment, a changé. Les êtres humains ont moins froid puisqu'on vient d'entrer dans la période de l'Holocène. Mais lorsque l'on regarde ces courbes, eh bien, le changement de la courbe démographique ne se fait pas tout à fait au moment du changement climatique, mais se fait un petit peu plus tard et sans doute, manifestement, si donc Vigne insiste sur ce point, au moment où l'homme devient éleveur et agriculteur, comme si ces hommes avaient davantage de force à manger donc davantage d'animaux puisqu'ils en ont la domestication et la maîtrise. C'est moins aléatoire que la chasse, ça veut dire qu'ils ont davantage de capacité de se nourrir de viande qu'ils en avaient autrefois. Donc on pourrait formuler cette hypothèse que les hommes donc sont devenus en quelque sorte plus forts du fait d'un changement alimentaire conséquent. Alors, non pas que les hommes vivent plus vieux, puisque lorsqu'on regarde les courbes démographiques de ce temps-là, on n'a pas forcément une augmentation de la durée de vie, mais plutôt les jeunes hommes ou les petits, les enfants, meurent moins, comme si donc la résistance, la capacité du corps humain à résister se faisait mieux. Est-ce que l'aspect alimentaire a compté? Voilà une des hypothèses qui est en train d'aborder Jean-Denis Vigne dans ses travaux actuels. Bon, pour l'instant, je ne l'aborde que sous cet angle de l'hypothèse, faute de mieux, mais je trouve que c'est assez intéressant de le penser. En effet, rappelons quand même, alors je le fais très brièvement parce que, bon, d'abord, ce n'est pas ma spécialité du tout, et puis je pense que c'est des choses qui peut-être sont connues de vous, donc ça sera vraiment très synthétique, mais comment l'homme se nourrit et de quoi a-t-il besoin dans son corps pour que son corps fonctionne? Ce qu'on a réalisé, c'est que l'humain, pour simplifier grossièrement, mange donc des protides et deux autres catégories qui sont les lipides et les glucides. Dans les lipides et les glucides, donc les gras et les sucres pour simplifier à mort, il y a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Dans les lipides comme dans les glucides, vous avez essentiellement du carbone C, de l'hydrogène H et de l'oxygène O.
Lorsqu'on analyse par contre l'apport en protides, ce qu'on appellerait les protéines, eh bien on a ce trio, carbone, hydrogène, oxygène, mais se surajoute également N, azote. Donc ça veut dire que lorsqu'on mange des protéines, on a une part azotée dans son alimentation. Or ce qu'on sait, c'est que l'azote peut finir par être un poison pour le corps humain. L'organisme peut se servir un petit peu de son azote, mais au-delà d'un certain seuil qu'on lui donnerait d'azote, il va se mettre à l'expulser. Il y a des résidus azotés dans l'urine, dans l'acide urée, dans la transpiration, etc. Notre corps, donc, a besoin de protéines, mais jusqu'à un seuil qui est assez restreint, finalement, au-delà duquel cet apport azoté serait un poison pour l'être humain. Notre corps est bâti autour de structures composées d'éléments, os, chair, etc., qui sont essentiellement des architectures de protides. Si on fait un peu la chimie de ces éléments que sont les os et la chair, c'est-à-dire la structure vraiment de notre corps, je ne parle pas de l'énergie, je parle de la structure du corps, c'est essentiellement des architectures de protides. Donc ça veut dire que tous les éléments protéinés, qu'on ne trouve pas d'ailleurs que dans la viande carnée, les végétariens savent de quoi je parle, on peut en trouver dans des graines, etc., dans des céréales, eh bien, les éléments de protides vont bâtir le corps, ils sont donc essentiels à notre alimentation. Alors, pour ce qui est des glucides et des lipides, ils vont plutôt apporter de l'énergie à notre corps. C'est ce qui fait fonctionner la machine. Ça se dégrade dans le corps. Les éléments de lipides et de glucides se dégradent dans le corps à une condition bien évidemment, et je pense que vous le savez, c'est de ne pas non plus tomber dans des excès, c'est-à-dire de manger gras et sucré en permanence, où là en effet on se mettrait à stocker ces éléments en vue de disette à venir, de famine à venir. Donc il y a un équilibre dans notre alimentation d'être humain entre les éléments azotés et les éléments énergétiques, glucides, lipides, et cet équilibre est nécessaire. Si on consomme trop de viande ou de protéines en général, on risque une espèce d'empoisonnement. Alors, lorsque Jean-Denis Vigne aborde cette espèce d'approche par la chimie, alors lui n'est pas chimiste, mais il s'appuie sur une chimie archéologique qui lui apporte beaucoup d'éléments de connaissance, et notamment, on a compris que chez les chasseurs-cueilleurs, puisqu'on a analysé donc la masse de leurs os, etc., leurs restes, on a réalisé que lorsqu'ils étaient donc ces hommes chasseurs-cueilleurs, donc on est dans le paléolithique, on est bien avant l'élevage, ils se nourrissaient beaucoup d'animaux, et ils obtenaient leur équilibre entre l'apport azoté et l'apport énergétique en associant à cette partie carnée une partie lipidique, c'est-à-dire qu'ils mangeaient du gras pour équilibrer leur partie protéinique. Ça veut dire que les chasseurs tuent le gibier, mais qu'ils ne le tuent pas lorsqu'il est trop maigre. Ils le tuent lorsqu'il est assez gras. Alors, bien sûr qu'ils ne le font pas par calcul alimentaire en ce temps-là, mais ils ont sans doute, ces hommes du paléolithique, une expérience du confort alimentaire, du confort de la digestion, par exemple. Ils ont bien compris qu'il leur fallait des viandes grasses pour équilibrer leur alimentation, pour sentir bien, pour sentir en forme. Chez les éleveurs agriculteurs, en revanche, ce sont les glucides, donc les céréales, les légumineuses essentiellement, qui vont faire la balance. Donc c'est moins du côté du gras qu'on va chercher l'équilibre, c'est plus du côté des céréales, et d'autant plus que bien évidemment on en dispose puisqu'on est devenu agriculteur entre-temps. Ce qu'on sait également, et c'est l'un des enjeux des travaux de Vigne en ce moment qui travaille sur l'apport du lait, c'est que le lait apporte les trois éléments glucides, lipides et protides. C'est un aliment extrêmement riche. Et c'est l'un des questionnements qu'il a en ce moment. Il se demande dans quelle mesure les hommes de ce néolithique naissant ont utilisé leurs animaux pour le lait plutôt que pour la viande, par exemple. Je n'y reviens pas parce que c'est vraiment des points de détail. Alors, j'en arrive à une remarque qui m'intéresse, qui est ces changements alimentaires qui ont fait qu'on a compris qu'on pouvait exploiter, alors le terme est assez fort, mais c'est vrai que petit à petit je vais introduire à cette notion l'animal de plus en plus. Je vous avais parlé de cette révolution alimentaire qui s'était faite assez en douceur au Moyen-Orient, puisqu'on continuait à pratiquer la chasse tout en débutant dans la pratique de l'élevage.
vers moins 9000 et au-delà. Alors que lorsque cette néolithisation se fait chez nous, et notamment sur la façade atlantique, qui était le point d'analyse que je vous avais proposé à la fois dernière, Irlande, Bretagne, etc., moins vers 4000, 4500 ans environ, eh bien, l'apport de viande, notamment de bovins, fait que la consommation de viande a explosé. Elle est essentiellement une viande d'élevage et que l'on a pu voir une chute de la consommation des produits de la mer. C'est l'analyse au carbone 13 qui permet sur le squelette humain de savoir quelle est la part d'éléments maritimes qui ont été ingérés par les hommes. Donc on n'est pas dans le carbone 14, on est dans le carbone 13 ici. Et on sent qu'il y a une rupture assez brutale au niveau de l'alimentation de ces êtres humains, dans la mesure où en effet ils sont passés complètement d'une alimentation maritime à quelque chose d'autre et ont absorbé de plus en plus de viande. Ça veut dire qu'ils ont compris tout l'intérêt qu'ils auraient à se tourner vers les animaux domestiqués et exploités. Pourquoi ? Parce qu'ils en tiraient un profit sans doute très large. Alors Vigne se pose la question de savoir comment cet accroissement de la nourriture carnée se justifie et comment surtout l'intérêt pour l'animal se justifie. Et il propose que on a pu bien évidemment se nourrir de la viande de l'animal, mais pas seulement. On a voulu exploiter les animaux pour des raisons d'amendement. Alors qu'est-ce que c'est que l'amendement ? C'est lorsqu'on fertilise la terre. On est devenu agriculteur et une terre, si on la cultive, elle s'épuise. Et le moyen qu'on a pu trouver en ce temps-là pour refertiliser les terres épuisées, ce n'était pas l'amendement triennal, comme ça, où on fait se reposer un temps une terre pour en cultiver une autre, c'était de faire paître des bêtes sur ce sol. Donc les déjections des animaux allaient le refertiliser et le rendre donc à nouveau cultivable pour l'année d'après. Ça, c'est une première raison qui justifie qu'on ait eu vraiment besoin de l'animal, dans la mesure où on était non pas tant le consommateur de cette viande, mais le consommateur de céréales, et la nécessité de l'agriculture impliquait la nécessité de l'élevage. C'est l'agriculture qui attire à elle, en quelque sorte, la pratique de l'élevage. Autre élément, et qui est en lien avec ce que je vous avais dit à propos du rapport entre richesse et bétail, c'est que Jean-Denis Vigne suggère que dès le néolithique, et bien évidemment c'est encore plus palpable durant la période de l'Antiquité, il y a eu sans doute un prestige social à avoir des bêtes. La possession de bêtes devait donner au sein de la collectivité un prestige social, si bien qu'on a voulu en exploiter de plus en plus pour des raisons de valorisation, de reconnaissance sociale. Et puis l'une des dernières hypothèses qu'il est en train, je vous le disais, de chercher, c'est la part de la nourriture liée au laitage. Est-ce que ces animaux, on ne les a pas aussi utilisés parce qu'on a compris tous les éléments qu'on pouvait en tirer au niveau donc, de l'exploitation du lait, le lait frais, mais aussi les dérivés fermentés comme le fromage, le yaourt, etc. Et bien évidemment que les arguments des nutritionnistes qui nous disent que le lactose du lait, donc le glucide du lait, est bien assimilé par les nourrissons ou par les très jeunes enfants, mais de moins en moins assimilé par les adultes, ce qu'on appelle l'intolérance au lactose vulgairement, ne vaut cet argument, dit-il, que lorsqu'on trouve des corps, des ossements dont on mesure qu'ils ne possédaient pas l'enzyme permettant de détruire le lactose. Or, beaucoup d'êtres humains, et notamment occidentaux, possèdent dans leur corps un enzyme qui permet, l'acide lactique, qui permet de casser le lactose du lait et finalement de l'assimiler assez aisément. Donc il est assez partagé sur cette question de l'assimilation du lait. Est-ce que c'est un argument valable pour considérer que les hommes n'ont pas été intéressés plus que ça par le lait et ont préféré l'usage de la viande des animaux qu'ils élevaient? Eh bien, il est en train de se questionner sur ce point et peut-être de remettre en cause des certitudes que l'on avait, ne serait-ce qu'en analysant par exemple des poteries dont on a vu qu'elles gardaient des traces de lactose, ce qui signifie que le lait a été connu et bien évidemment exploité, peut-être plus tôt qu'on ne l'imaginait.
Alors, pour finir ce paragraphe, j'aimerais revenir sur une thématique qui est celle de l'élevage, puisque nous avons parlé de l'élevage, mais il y a élevage et élevage. Et si nous avançons dans le temps vers un élevage qui sera intensif, eh bien, il faut peut-être faire une petite mise au point sur ce qu'on appelle l'élevage extensif, puisque c'est de cela dont il s'agit. On peut l'appeler également élevage pastoral. Tirer profit de l'animal ne se fait pas dans n'importe quelle condition. L'élevage a d'abord été pastoral, ça veut dire qu'on fait paître les animaux, et c'est un élevage extensif, ça veut dire que les animaux ont de la place, ils sont élevés dans des pâturages ou ce qu'on appelle des parcours. Alors le parcours, c'est des assemblages de lieux de pâture reliés par des chemins, par des passages. Donc les animaux pouvaient faire un parcours dans la nature. Cet élevage pastoral, qui est un système extensif, se fait sur de très grandes étendues, c'est pour ça qu'on l'appelle extensif. Ces troupeaux souvent déplacés selon les saisons, pour laisser à la végétation le temps de repousser et aller chercher ailleurs leur subsistance, l'herbe nécessaire à leur nourriture. Ce pastoralisme suppose donc de composer avec des paysans qui sont essentiellement des sédentaires qui partagent leurs terres, avec des éleveurs pastoraux. Ça veut dire que lorsque vous avez du bétail, que vous avez une terre, vous acceptez que l'éleveur amène paître ces animaux sur vos terres, parce que vous n'êtes pas forcément éleveur et agriculteur. Donc vous, agriculteur, vous allez accepter de partager votre terre un temps, le temps, je vous le disais, que cette terre soit refertilisée par les déjections animales. L'animal mange cette herbe pâturée. Économiquement et socialement, c'est très important parce que cela a complètement dominé l'histoire de notre culture jusqu'au XIXe siècle. Si on resitue un petit peu l'histoire du pastoralisme, on sait que culturellement, économiquement, socialement, ça a été très important. Alors ça a été très important bien sûr dans les sociétés rurales et primitives, ça on s'en doute, puisque c'était la seule manière de faire. Mais ce mode existe en Occident très longuement, il existe encore dans une certaine mesure, mais assez moindre, on va en reparler. Le pastoralisme a décliné dans le monde occidental avec notamment l'exode rural, la fuite vers les villes de populations humaines fait que, en effet, elles sont moins attrayantes et que cette agriculture se fait de plus en plus près des villes, donc elle s'industrialise. En France, on sait que l'activité pastorale a existé jusqu'au XIXe siècle dans toutes les régions de France, ce que j'appelle les régions de grande culture, la Beauce, etc. Mais une des spécificités du pastoralisme actuel, c'est qu'il existe encore, mais il existe dans des lieux plus difficiles d'accès. Je pense notamment aux montagnes, où le pastoralisme est encore, on va dire, la manière la plus fréquente de l'élevage. Alors, une des spécificités de ce pastoralisme, vous l'avez peut-être vu vous-même en voyageant, c'est la transhumance, c'est-à-dire le déplacement, le transport du bétail de la plaine à la montagne au printemps, et puis de la montagne à la plaine à la fin de l'été, avec un lieu, le reste du temps, qui est la ferme, qui est un terme sur lequel j'aimerais revenir rapidement pour vous rappeler la signification qu'il a, parce que lorsqu'on va à la ferme, on en a une représentation un peu fantasmatique, mais la ferme, ça vient d'abord du mot fermage, qui nous renvoie à un ordre social qui était le féodalisme, où en effet l'exploitation agricole se faisait sous un régime de location de longue durée, avec un loyer annuel fixe qu'on appelle le fermage et qui a donné son nom au lieu de l'exploitation, à savoir à la ferme. Ces animaux qu'on appelle bétail ou basse-cour ou animaux de rente, puisqu'on les rentabilise, sont confiés à des paysans, à des bergers qui payent un loyer aux propriétaires terriens. Donc vous mesurez bien évidemment que la structure féodale où les terres étaient possédées par des seigneurs de fief, ne rendait pas la propriété terrienne possible pour les agriculteurs, donc ils travaillaient la terre d'un autre, bien évidemment. Ces agriculteurs, d'ailleurs, ces paysans, sont associés au pays. Dans paysan, on l'entend très nettement, c'est-à-dire à ce lieu, ce territoire ancré, on pourrait presque parler de terroir, dans lequel l'homme s'inscrit parce que justement il a un lien financier, il doit payer son fermage. Alors pour
finir peut-être sur ce rapport à l'élevage extensif, c'est que comme les animaux ont beaucoup de place et qu'ils sont confiés à des paysans qui les soignent, on a remarqué que ces paysans, ces bergers connaissaient les animaux et avaient une approche de soins qui pourrait à peu près équivaloir au vétérinaire actuel, hein, c'est-à-dire qu'il faisait ce travail de soins, ce qui facilitait des rapports très proches à l'animal, des rapports de proximité très forts. Les paysans souvent disaient qu'ils aimaient leurs bêtes, je pense que ce n'est pas encore aberrant de le dire. Les animaux sont à l'air libre une bonne partie de l'année, au pré ou dans la cour des fermes, et vivent au plus près de ces paysans qui les soignent, qui s'occupent d'eux. Donc le rapport à l'élevage extensif est un rapport assez respectueux dans la mesure où l'animal est connu de celui qui l'exploite, qui le soigne également et qui vit au plus près de lui. On parlera plutôt d'exploitation, j'ouvre sur cette notion qui sera l'objet de mon grand droit, avec le déploiement de l'élevage intensif. Exploiter est un verbe que j'aimerais commenter également. Je reviens souvent aux étymologies latines et grecques pour vous expliquer la source du mot, et je pense que c'est toujours assez éclairant de le faire. Le mot exploiter, comme d'ailleurs le mot expliquer, ils ont la même étymologie, vient de ex, qui veut dire hors d'eux, mais qui veut dire aussi ôter, hein, et le pli, ploie, exploiter ou expliquer, ça vient du mot pli, c'est le fait d'enlever les plis de quelque chose. Alors, c'est vrai que lorsqu'on explique, on déplie ce qui était ramassé et difficile, obscur à comprendre. Dans l'exploitation, eh bien, c'est comme si là aussi on dépliait au maximum, il faut vous le représenter presque comme un tissu qu'on tendrait, pour ne rien rater de l'être. En le dépliant, j'en vois tout le potentiel, tout ce dont je vais pouvoir tirer parti. Donc vous avez vraiment dans cette notion d'exploitation cette idée qu'aucune parcelle de ce tissu ou de cet être, en l'occurrence de cet animal, ne sera au rebut puisqu'on peut en faire quelque chose. On sait que l'être humain redouble de génie pour tirer parti de l'animal. L'élevage extensif exploite bien évidemment l'animal. Ça n'est pas aberrant de parler d'exploitation agricole pour parler de cet élevage extensif, mais c'est vrai que dans notre imaginaire collectif, ce terme d'exploitation est plutôt associé au milieu industriel de l'élevage intensif. Voilà. Mais je pense qu'après tout, si on déploie autant de génie pour exploiter la moindre parcelle du corps de l'animal, c'est qu'il y a bien exploitation dès l'élevage en général et dès l'élevage extensif en particulier. Ce type d'élevage est particulièrement connu, et tristement connu du grand public à partir de la Seconde Guerre mondiale, à travers les fameuses batteries de volailles, l'élevage industrialisé. On en a tous des images très fortes. Et pour les aborder, je commencerai donc un grand 3 qui sera inspiré beaucoup du travail qui a été fait par Frédéric Lenoir, auteur dont je vous avais déjà un tout petit peu parlé à propos du sacrifice animalier, dans sa lettre ouverte aux animaux, où il fait un état des lieux de la surexploitation de l'animal. Alors c'est vrai que c'est très factuel ce que je vais vous proposer, mais je pense qu'on a besoin de ces éléments pour mener des analyses par la suite. Ce grand 3, je l'intitule donc de l'exploitation à la surexploitation. Cette exploitation de l'animal a connu au XXe siècle une aggravation du fait du passage à une économie productiviste et industrielle. Entre les grandes guerres, les deux grandes guerres du XXe siècle, eh bien, les États-Unis ont apporté en Occident, en Europe occidentale, ce pays du gigantisme avait des pratiques de chaînes de montage dans l'industrie automobile et les a amenés comme modèle industriel qui permettent d'élaborer des méthodes qui vont être utilisées également dans l'élevage. Il y aura donc une transformation très importante de la manière dont on élève les bêtes. Ce sont les États-Unis qui sont à l'origine, je vous le disais, de cette révolution dans l'ordre des représentations de l'élevage. On veut augmenter
les bénéfices. Pour cela, il faut augmenter la rentabilité. On va aussi augmenter les quantités parce que l'humanité est en pleine expansion démographique et il faut faire face à cette réalité. Et l'activité de l'élevage donc va se standardiser, s'automatiser, engendrer une restriction des coûts, un gain de temps, une restriction de la main-d'œuvre, et tout cela, bien évidemment, a des effets plus ou moins délétères sur le bien-être animal. Dès les années 30, on est en pleine crise de 29. McDonald's, que vous connaissez sans doute pour ses Chicken McNuggets, pressurise les producteurs de viande pour obtenir la viande la moins chère possible. Et les producteurs américains sont par là même tentés de nourrir autrement leurs animaux parce qu'ils réalisent que l'alimentation choyée qu'ils leur donnent jusqu'à présent est trop chère au vu des prix de revient de leur viande. Donc ils vont là aussi passer à une industrialisation de l'alimentation animale. Ils l'importent pour la plupart, c'est du maïs, du soja, des farines animales, de la pulpe de betterave, etc. La traite des animaux qui produisent du lait est automatisée et l'élevage des volailles se fait hors sol, donc dans des lieux clos où le confinement, la promiscuité est très grande. À la Libération, après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est affamée, exsangue, détruite en partie, et les États-Unis se hâtent d'exporter une méthode d'élevage qui va être mise en place en France dès le début des années 60 grâce au plan Marshall, qui est une méthode livrée clé en main dans le cadre donc du fameux plan Marshall, avec, quand je dis clé en main, c'est vraiment clé en main, puisque par exemple pour l'agriculteur, on va fournir les tracteurs, les machines agricoles, les engrais, les herbicides, les pesticides, et tout cela va être adopté par la politique agricole commune, la fameuse PAC, et engendre donc un rapport, vous le voyez ici, à l'agriculture qui est extrêmement modifié, avec une maximisation du profit qui s'appuie sur des sciences et des techniques de plus en plus abouties qui permettent d'exploiter plus. Alors, est-ce qu'on exploite mieux? Voilà, hein, je vous laisse réfléchir à est-ce qu'on exploite mieux en quantité ou mieux en qualité l'animal. Pendant toute la période des 30 Glorieuses, on assiste à une explosion de la consommation de la viande. Elle devient, cette consommation de viande, jusqu'à bi-quotidienne, ça veut dire que vous le voyez, à chaque repas, sauf au petit déjeuner, nous consommons de la viande. Depuis les années 1980 et autour des années 90 en France, la consommation de viande a diminué, et ce sont les classes les plus aisées qui, les premières, ont commencé à diminuer leur consommation de viande rouge. D'abord parce qu'elle avait cette viande, elle était associée à des représentations, on va dire, culturelles de force, de virilité, de force physique que ces classes aisées dénigrent. La force physique est associée au monde vulgaire du paysan. La virilité de même, c'est la force un peu physique et brutale qui est associée à la viande. Donc lorsqu'on appartient à la haute sphère, aux hautes sphères sociales, eh bien on mange de moins en moins de viande, on est plus raffiné en quelque sorte, comme si la viande était associée à une forme d'inculture ou de rudesse paysanne, quelque chose qui est apparenté à des représentations qui n'ont plus le vent en poupe, qui sont ici remises en question. Alors aujourd'hui, ce qu'il apparaît, c'est que c'est dans les pays émergents que la consommation de viande augmente. La Chine, par exemple, a multiplié sa consommation par 7 depuis les années 70. Même si des inquiétudes, et vous en entendez beaucoup parler, sont liées aux impacts écologiques de cet élevage émergent, il est évident que cela est contrebalancé par des aspects tout à fait positifs pour à la fois l'homme qui se nourrit davantage, il ne faut pas le nier, le négliger,
Mais également, assez curieusement, on oublie aussi, toutes ces inquiétudes écologiques sont contrebalancées par des aspects positifs pour l'environnement, puisque les déjections sont transformées en engrais, les prairies sont des puits de carbone, l'herbe qui pousse dans les prairies en fait des terres cultivables, c'est-à-dire qu'il y a finalement, on va dire, un retour sur investissement. En tout cas, la consommation de viande à travers le monde a triplé, je parle du monde entier là, en 40 ans, hein, selon l'Institut World Watch. Ce sont des chiffres qui sont donnés par cet institut. La cause de cette hausse de consommation est assez difficile à comprendre. Il y a sans doute plusieurs causes à cette augmentation. On peut en citer quelques-unes, notamment la hausse du revenu, puisque la viande est une des denrées chères dans l'alimentation. Il y a urbanisation croissante, et là aussi, l'urbanisation change les modes de vie, ce qui va avec l'émergence d'une classe moyenne qui a une autre alimentation que la ruralité. Alors, j'en arrive donc à des points qui sont abordés de manière très polémique, bien évidemment, par Frédéric Lenoir, et qui sont les éléments de violence faite à l'animal. Donc après ce petit état des lieux rapide, ce rappel historique, je vous propose un petit 1 dans cette partie que j'ai intitulé l'aliment conforme. Alors l'aliment conforme, pourquoi? Parce que à travers cette espèce d'expression neutre, déshumanisée, il est question de l'animal et de sa conformité à des standards. Nous avons parlé de la standardisation de l'animal, et bien nous voulons un animal conforme. Ce n'est pas l'animal tel que la nature nous le produit en quelque sorte, c'est un animal qui doit rentrer dans des catégories, dans des normes spécifiques visant à plaire à celui qui va le consommer. Alors, on va partir de données chiffrées un petit peu brutes comme ça, puis ensuite on essaiera de les exploiter davantage. Donc, Frédéric Lenoir nous indique que, en quelques années, en très peu de temps, la production fermière, je vous avais parlé des fermes dans la partie précédente, a pratiquement disparu au bénéfice de la production industrielle. Et cela s'est fait bien évidemment avec un impact non négligeable sur la condition de l'animal. Aujourd'hui, 80% des poules pondeuses et des poulets de chair qu'on va consommer, hein, le poulet rôti, sont de production industrielle. 80%. Avec le regain d'intérêt pour le bio, on est en train de voir une légère évolution de ces chiffres, mais on va dire que respectivement, hein, on a 50 millions de poules en France qui sont dévolues essentiellement à cette industrie-là. Ça veut dire que ce sont des animaux qui vivent dans des conditions tout à fait particulières. 99% de nos 50 millions de lapins tués par an dans notre pays vivent dans des hangars, sans liberté de mouvement. Et tous ces éléments interrogent bien évidemment l'enfermement total pour gagner en dépenses, parce que si j'enferme l'animal, alors il dépense moins de calories. S'il dépense moins de calories, ça veut dire que j'ai moins à le nourrir, hein. Donc il y a un enjeu, vous le voyez, pour gagner en frais, hein. L'insémination artificielle qui permet là aussi de féconder, non pas en laissant l'animal aller à la femelle, etc., mais pour gagner du temps, inséminer artificiellement la femelle, sont devenus tous ces éléments-là des règles de base. Enfermement total, insémination artificielle. On met les animaux sur des caillebotis grillagés pour gagner en entretien, comme ça on lave les déjections facilement, donc les animaux sont en hauteur, les déjections tombent dans une espèce de fosse qu'on élimine à grands coups d'eau. Et puis, comme je vous le disais, on élimine de manière impitoyable les produits non conformes. Qu'est-ce que c'est que cette élimination impitoyable? C'est tous ces animaux qui ne correspondent pas aux critères de sélection impératifs du productivisme. Par exemple, vous avez une poule qui n'est pas une bonne pondeuse, eh bien, elle est jugée non conforme. Vous avez un animal qui présente un défaut visible du phénotype, et bien là aussi, il sera abandonné pour non-conformité. Donc il y a une sélection qui est extrêmement redoutable, impitoyable, l'élimination de manière systématique des produits non conformes pour gagner en satisfaction de clientèle,
Et puis, bien évidemment, et ça, c'est pas la moindre des difficultés, des injections systématiques d'hormones ou d'antibiotiques pour gagner en croissance et en taux de survie, puisque dans des conditions telles d'existence, il est évident qu'il est difficile à un animal de survivre par ses propres forces, donc on va shooter, doper aux hormones ces animaux pour qu'ils croissent en moins de temps, c'est toujours cette rentabilité temporelle, mais aussi pour que le taux de survie du produit, c'est ainsi qu'on en parle avec ces euphémismes odieux, soit ce taux de survie plus élevé. Et puis, bien évidemment, ça c'est des choses aussi que vous connaissez sans doute, la manipulation, la sélection génétique pour gagner par exemple en nombre de tétines, en masse musculaire, en résistance au stress. Bref, à chaque fois, on profite. Usage de nourriture au rabais, on nourrit mal nos animaux, souvent non physiologique, parce que comme ça on gagne un peu sur sa marge, et à l'arrivée, un abattage, excusez-moi, je parlais d'argent, alors j'ai pensé sans doute à l'abattement des impôts, à l'abattage à un âge scientifiquement programmé, ce qui laisse aucune chance de vie à cet animal. Par exemple, 73 jours en France pour les lapins, environ 6 mois pour un cochon, 6 semaines pour un poulet, 1 an pour les pondeuses parce qu'elles pondent quand même assez souvent. C'est l'âge de la productivité, c'est l'âge de l'engraissement maximum des animaux. Tout cela est obtenu, vous le voyez, en vue de toucher à des summums de fertilité, de capacité d'exploitation. Chaque jour de vie de plus de l'animal coûte de l'argent, donc cet animal commence à rapporter moins, il commence à coûter en entretien, alors on l'élimine, et dans nos pays développés, on sait que 80 à 95% des animaux mangés sont issus de ce procédé industriel dont je viens de vous parler, de l'élevage industriel, ce qui quand même interroge bien évidemment sur la manière dont nous-mêmes nous nous nourrissons. On peut, vous le voyez, je pense, sans galvauder le terme, parler de surexploitation. L'animal n'est plus considéré que comme une machine à pondre, une machine à viande, une machine qui est placée au service des hommes, dont la durée de vie est très restreinte. Tu me sers, je te maintiens en vie. Tu ne me sers plus, eh bien c'est l'abattage. Et les besoins naturels, et pourquoi pas peut-être sociaux, de ces animaux ne sont pas pris en compte. La vie est très brève, alors que l'on sait que physiologiquement, elle pourrait être bien plus longue. Une volaille, par exemple, peut vivre entre 7 et 12 ans. Elle est abattue au bout de quelques mois. Il suffit qu'elle ait atteint sa taille adulte, je vous le disais, au mieux son poids optimal, pour être consommée. Et bien évidemment, l'enjeu est aussi de tendreté de sa chair, puisque la chair d'un animal plus jeune est plus tendre. Donc là aussi, c'est des ressorts on va dire, de qualité présumée de l'animal. La vie d'une poule pondeuse sera, je vous le disais, légèrement plus longue puisqu'on la garde en vie pour pondre, mais ses conditions de vie sont tout aussi déplorables. Enfermement, entassement, promiscuité étouffante. Les poussins femelles vont être gardés en vue de devenir des futures pondeuses, et les poussins mâles sont détruits. Et si l'on en croit certaines enquêtes qui ont été menées par le L214, qui est un mouvement, vous le savez, de dénonciation des souffrances de l'animal, eh bien, ces poussins mâles seraient détruits et écrasés comme de la vulgaire bouillie. Même un animal vivant à la ferme, et Dieu sait que la ferme, dans notre imaginaire, est un animal qui déjà vit dans des conditions d'existence, de proximité plus gérables, plus acceptables. Et bien même dans ce cadre de la ferme, il est sacrifié très tôt, cet animal. Il est tué bien avant la vie qu'il pourrait bien évidemment mener. Il pourrait vivre une vingtaine d'années en général, ces animaux-là, et ils vont être sacrifiés extrêmement rapidement. L'augmentation de la consommation animale entraîne chaque année l'abattage de très nombreux animaux, et lorsqu'ils donnent les chiffres, c'est assez déroutant puisque environ 60 milliards d'animaux terrestres
et entre 500 et 1000 milliards d'animaux marins sont sacrifiés pour la nourriture humaine. Alors pour les animaux marins, c'est très compliqué puisque dans un filet, on peut prendre beaucoup de choses, mais beaucoup de choses inutiles, et beaucoup d'animaux mourront pour rien parce qu'ils ont été pris dans les filets et ne sont pas consommables. Des animaux meurent d'asphyxie dans les filets, comme des dauphins ou des tortues qu'on ne consommera pas. Donc ce qu'on constate, vous le voyez, c'est qu'en effet la surexploitation engage de nouvelles problématiques qui seront traitées par moi dans des cours ultérieurs et qui sont des problématiques de souffrance animale. Voilà, je vous remercie. Alors je sais que ce cours n'était pas très folichon, hein, c'est pas très gai ce que je raconte, mais enfin c'est des réalités avec lesquelles il va falloir qu'on réfléchisse. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute.